Vicky, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je crois qu'on a dit on va le faire peut-être en bon style montréalais dans les deux langues, là. Donc, ça se peut que je saute de l'anglais. Donc, je crois qu'on a dit les deux, on va peut-être switcher entre l'anglais et le français. Tu sais, regarde, on a tellement de sujets, je suis tellement curieux sur tellement d'aspects de ta carrière. Je vais peut-être commencer plus business, commencer avec le sujet. J'ai vu comme ça fait longtemps que tu roules une business de mode et, tu sais, évidemment, c'est tellement une grande industrie, mais je me demande, like, fuck, if I had to start a business in fashion, j'ai comme aucune idée comment ça fonctionne. Donc, peut-être nous parler un peu de, un, comment tu as eu l'idée et aussi juste d'une façon plus opérationnelle, comment est-ce que ce genre de business fonctionne? L'industrie de la mode, c'est quand même une industrie qui est quand même très, très particulier. Puis, tu sais, comme je dis souvent, j'ai choisi en fait deux industries parce que je suis dans la mode et je suis dans le monde de la beauté. C'est deux industries qui sont quand même assez contingentées, très compétitives. Alors, you gotta be very, very clever, very creative. Toujours fast forward. Tu sais, tu dois toujours être en avant-plan. Fait que ça, c'est un des, tu sais, des points qui sont très importants à avoir pour pouvoir passer à travers le journey que moi j'ai passé à travers. Ça me prenait d'être très agile puis très créative, mais toujours penser like 10 steps ahead. Ça, c'est one. Fait que quand j'ai commencé dans l'industrie de la mode, je te dirais que j'ai commencé en tant qu'entrepreneur pour avoir été designer puis d'avoir eu ma propre collection de vêtements qui s'appelait New Eye by Vicky. J'ai commencé accidentellement parce que j'ai jamais nécessairement pensé que j'allais devenir entrepreneur un jour dans ma vie. Donc, j'ai décidé d'aller en mode parce que j'ai toujours eu cette fibre-là qui me, tu sais, qui m'allumait. Tu sais, je carburais à la mode. I really loved everything about fashion. Je regardais mes parents quand eux autres sont arrivés dans les années 1970. Tu sais, ils s'habillaient avec le look, les pantalons palazzo, la chemise Wayabelle, les bottes patoff qu'on appelait. It was like so cool, très coloré. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, oh my God, this is so cool. Puis j'étais fascinée par aussi le craft que mon père avait, comme dans sa fibre à lui, son talent à lui. Quand il était en Haïti, c'était un grand couturier pour des grands groupes haïtiens qui étaient quand même très connus à l'époque. Fait que je pense que j'ai définitivement pris le côté créatif du côté à mon père. Alors, mais par contre, pour faire comme tu sais, un genre de lien pour que tu comprennes, c'est que quand mon père, ils sont arrivés ici, mes parents dans les années 70, veut ou veut pas, eux autres, c'était des entrepreneurs de survie. Tu sais, je le comprenais pas à l'époque parce que, on n'avait pas nécessairement d'entrepreneurs comme qu'on connaît les entrepreneurs aujourd'hui. Nos parents sont des immigrants puis sont venus ici pour survivre puis s'assurer que leur famille soit sécure. C'était vraiment basically that was it, instinct de survie. Donc, moi, quand j'ai décidé d'aller en mode, si je fais fast forward à l'âge de comme 16, 17 ans, it's like, are you out of your mind? Mon père était comme, mais ça va pas. Non, 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 non. Tu vas aller étudier comme que tu avais dit. Soit tu vas aller en droit, soit tu vas aller en psychologie, soit infirmière, name it, but it had to be quelque chose qui était en lien avec la sécurité. Donc, j'ai décidé, ça c'est un trait de caractère que j'ai en moi, j'étais quand même assez rebelle, puis je savais que j'avais quelque chose qui était plus fort que moi. C'était tellement, it was so, so strong that I was like, non, j'ai fait comme une session au cégep, puis je me suis dit, non, this is not me, it's not gonna work. Like, je sentais que j'étais en train de mourir. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était allumé par la vie. Je suis très rêveuse, hein. Tu vas m'entendre souvent parler de ça, mais je suis très rêveuse. Je suis quelqu'un qui voyait la vie en grand. Comme je te dis, je ne savais pas que j'allais devenir entrepreneur, but I was like just, je regardais la vie en grand, je regardais le Sex and the City. That was kind of like what I saw dans ma tête. Puis j'étais comme, this is so cool. I want to be like a badass woman like that, you know? Mais j'avais aucune idée c'est quoi que ça prenait. Fine, j'ai décidé d'aller contre mon père et j'ai falsifié sa signature pour m'inscrire à l'Académie internationale du design. Puis il a appris juste comme ça un matin, il a appris comme ça que moi je m'en allais à l'école, puis il a appris par ma mère que j'allais en mode. My God, my father didn't talk to me for like 3 years. C'était vraiment ça. Pendant 3 ans, il était fâché, il trouvait ça inacceptable, puis il pensait que j'allais littéralement, mettre ma vie en l'air parce que j'ai été étudiée en mode. So, si j'avance un peu plus, quand j'ai terminé mes études, j'ai été quand même assez, tu
sais, comme, je veux dire, je pense que c'est un peu mon talent, c'est mon énergie que j'ai, parce que j'ai un de mes professeurs d'achat durant mon cours, durant ma session, qui m'a dit, Vicky, you have something special. Puis ma femme, elle a un magasin en mode, puis il y a une des représentantes qui s'appelait Manon Kimpton à l'époque, qui cherche une exécutive, une assistante exécutive pour travailler avec elle parce qu'elle travaillait pour un brand qui s'appelait Polo Jeans Ralph Lauren. Mais moi, il faut que tu comprennes, Nectario, c'est que moi, je suis très, comme je te l'ai dit, je suis très rêveuse, puis je suis très visuelle, puis je visualise everything about my life. Puis c'est quelque chose qui est instantané, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement appris, mais je réalise qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui existe depuis des anciens. C'est comme it's something that you have in you or you don't have it. Mais vu que moi, j'ai un côté très rêveur, très visuel, qui est toujours constamment dans ma tête, qui m'aide à prendre mes décisions puis à prendre ma direction dans ma vie, ben c'est ce qui m'a bénéficié. Moi, j'étais une grande fanatique de Polo Jeans Ralph Lauren. Je l'avais vu, je te le jure. Crois-moi pas, I saw it. Puis quand il m'a approché puis qu'il m'a dit You're the chosen one dans tous les 200 candidats à laquelle que j'avais, la cohorte à laquelle que j'avais étudié, il m'a dit tu vas être la seule qui va passer l'entrevue avec Manon Kimpton. Fait que je m'en vais faire l'entrevue et puis c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Puis immédiatement, elle a dit Oh non, girl, you got the job. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie de la mode. Puis moi, j'ai appris l'envers de la mode, tout ce qui était le marketing, la commercialisation, négocier avec les acheteurs, avec les clients. Fait que moi, je m'occupais de vendre la ligne de Polo Jeans Ralph Lauren à travers le Canada. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la fibre business, puis savoir comment présenter un produit, comment développer un produit, comment le présenter, le produit, comment négocier les marges, comment, toute cette portion-là, ben, je l'ai appris. Puis comment continuer à croître aussi le brand, mais tout en amenant mon approche qui était unique, que je ne comprenais pas encore une fois à l'époque. Mais j'avais toujours cette tendance-là à vouloir amener ma touche qui était plus personnalisée, c'est-à-dire, si je travaillais avec un acheteur, j'étais capable de déconstruire un vêtement puis de créer des looks. Parce que Ralph Lauren, les collections étaient déjà définies, mais par contre, j'étais capable de créer des looks qui étaient identiques et uniques au style de magasin à laquelle que je vendais. Nobody was doing that. Mais c'est tous des petits traits que tu vois pas venir, tu sais pas pourquoi, à quoi ça te sert, pourquoi que tu en fais un peu plus, mais tu finis par comprendre aujourd'hui que that was part of my DNA. Donc, de fil en aiguille, je suis restée chez Polo Jeans Ralph Lauren pendant environ un bon 7 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai décidé que je pense que c'était le temps de changer. Je me suis mis à regarder un petit peu à l'extérieur, puis on m'a approché pour une autre compagnie. Ça, j'avais déjà rencontré mon mari, j'étais déjà engagée avec lui, mais cette compagnie-là, c'était une compagnie montréalaise qui devait partir from scratch. Fait que ça s'appelait Lady Dutch and Dutch Camp à l'époque. C'était complètement nouveau. Puis j'ai parti ce brand-là from zero, puis je l'ai amené comme après une saison, comme à presque 1 million de chiffre d'affaires. I was like really, j'étais vraiment très dédiée, très passionnée au niveau de la mode. Fait que c'est juste pour te montrer à quel point que, tu sais, j'avais vraiment cette fibre-là qui m'animait, qui m'allumait. Puis pour moi, c'était de représenter le brand, la marque, mais c'était vraiment de les amener à croître puis de les amener à un autre niveau. Mais la différence, par contre, où est-ce que ça s'est développé un peu plus avec Lady Dutch, c'est que c'était un brand que je pouvais transformer parce que la designer était comme pas loin dans un autre bureau. Fait que j'étais capable de lui dire, tel acheteur, est-ce que tu peux modifier ce produit-là, ce vêtement-là, pour l'amener à mieux vendre en magasin. Fait que c'était un peu ça ma force qui m'a appris, puis qui a fait en sorte que ça a pu bénéficier aussi mes partenaires dans la mode. Fait qu'en gros, là, c'est ça mon rôle que j'avais, puis ce que j'ai pu créer dans le domaine de la mode. Intéressant, intéressant. C'est vraiment une belle histoire et j'aime l'aspect d'apprendre et par la suite vouloir aussi entreprendre. Tout à Peut-être fait. question plus pour comprendre cette business-là. Je comprends, il y a peut-être deux gros volets, peut-être trois, mais un volet, c'est la partie artistique, créative, design. Donc comprendre, OK, ce genre de vêtements va être en mode en automne. So it's like a hits-driven business d'un côté. Et l'autre partie, c'est la partie, comme tu as dit, plus back-end, opérationnel, planning, buying,
tu sais, distribution au niveau retail. Et je ne sais pas si ça, c'est aussi en même temps le troisième volet client, tu sais, aller acquérir les clients ou c'est intégré dans la partie, tu sais, planning and buying. Selon toi, tu sembles avoir une force un peu dans les deux, right? Donc, Ouais, dans les un, deux. est-ce que c'est une bonne framework pour comprendre la business de la mode, selon toi? Oui, ben en fait, moi, le rôle que j'ai eu, parce que souvent, ce qui arrive dans le domaine de la mode, c'est des domaines qui sont tellement artistiques que tu vas être souvent mis dans une seule position, puis tu vas grandir de là. Fait que j'aurais pu être comme juste designer, puis j'aurais juste vu le côté design only, mais t'as pas comme nécessairement la relation entre le représentant, l'exécutif et l'acheteur, because c'est lui qui doit te rapporter. Mais le fait que je suis au milieu, moi, j'ai la relation entre le designer et j'avais la relation entre le client des deux côtés. Fait que je faisais la production, j'étais capable de voir la production, j'étais capable de comprendre le processus, mais j'étais capable aussi de pouvoir amener au client, vu que j'ai vu tout like, what it took pour arriver à ce prix-là, puis pouvoir mieux le négocier aussi en magasin, puis ramener des commentaires des acheteurs, justement, pour pouvoir améliorer aussi la collection. C'est comme ça qu'on peut croître, en fait, c'est toute entreprise, toute business. Fait que ça a été ça un peu ma force. Puis je te dirais comme ça que dans le domaine de la mode particulièrement, c'est un domaine qui est très, it's very cutthroat, tu sais. Il n'y avait pas vraiment t'as pas la marge d'erreur. Puis à l'époque, c'était comme 4 saisons. So, tu sortais des collections au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Fait que c'était différent qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est très rapide. Tu sais, c'est fast fashion, comme on appelle. Fait que c'est différent. Maintenant, il faut que tu sortes des collections almost like every week. Tandis qu'à l'époque, you had to really be able to have kind of like a forecast of qu'est-ce qui allait arriver dans un espace de 1 an à l'avance. Parce que moi, après cette histoire-là, d'être derrière d'être plus du côté exécutif, développement de la business, je suis devenue designer par la suite pour ma propre compagnie. C'est là que je suis devenue entrepreneur. Puis je te dirais que moi, en tant que designer à l'époque, it took me like, il fallait que je design des vêtements 1 an à l'avance. On fait beaucoup moins ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapproché du client. Puis à cause des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe, on est beaucoup plus proche du client, de l'engagement, which is better. Mais à l'époque, au moins, on était capable aussi de créer tu sais, cet engouement-là sur what was gonna be revealed. Tu sais, fait que le marketing était différent. Tout était complètement différent. C'était beaucoup plus instinctif. Puis il fallait que, tu sais, tout le monde travaille ensemble. C'était beaucoup tissé serré. Tandis qu'aujourd'hui, it's just fast food. You gotta think quick. Puis il faut toujours que tu sois proche du client, revoir ce que les clients font. Puis c'est ce que je trouve que si toi, tu n'as pas ta force en tant que mission d'entreprise, tu peux facilement te perdre parce que tu vas toujours vouloir plaire aux clients au lieu de rester toujours dans l'avant-garde puis d'offrir aussi what's needed and what's new on the market. Tu comprends? Fait que c'est comme un peu ça, la différence de moi quand j'ai connu le domaine de la mode, quand j'étais à l'intérieur puis que j'ai travaillé versus aujourd'hui. You gotta be really on foot, agile, tout le temps là, toujours. Tu sais, comme maintenant, c'est des photoshoots à chaque semaine. Il faut que tu aies des équipes à l'interne continuellement. Moi qui est dans le domaine de beauty right now, avec ma ligne de cosmétiques, je fais des photoshoots presque à chaque semaine. Il faut que tu travailles avec des influenceurs. Ça demande énormément sur les équipes de création. Tu n'as pas de pause, tandis qu'à l'époque, ben, on pouvait prendre une saison à la fois. On travaillait la campagne, on travaillait les stratégies, les tactiques marketing, puis on lançait. Not today. Ouais. À quel moment tu as réalisé, Vicky, que tu sais, this wasn't enough? Tu sais, dans le sens que tu es parti d'une compagnie de mode, tu es parti d'une compagnie cosmétique, tu as parti un incubateur, tu es maintenant rendu président du conseil de chambre de commerce. À quel moment tu t'es dit que, you know what, I can do this. I could be an entrepreneur, I can wear multiple hats. Est-ce que c'était juste, tu sais, à travers le temps, c'est arrivé organiquement ou tu avais comme un moment dans ta vie, you're like, you know what, screw it, tu sais, je suis parti un peu pour faire mon propre chemin. C'est venu vraiment précisément parce qu'il y a une situation qui s'est produite.
lorsque je travaillais dans le domaine de la mode, justement, à mon dernier emploi, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et puis, quand je suis tombée enceinte, je m'approche de mon employeur et je lui dis que je suis enceinte. Et lui, il me dit: «Oh, OK, je pense que de toute façon, c'est le moment de faire ta revision». On était en fin d'année. On était rendu au mois de décembre, là, c'était la fin de l'année. Puis de toute façon, on revoit, c'est la période des bonnies et tout, la période des évaluations. Puis il me dit: «Je pense que de toute façon, c'est le temps pour toi peut-être de rester à la maison comme tu vas être enceinte, ton mari voyage beaucoup, and I think it's time for you, like to stay with your kid. Une mère, de toute façon, c'est bien de rester à la maison. Les femmes, c'est fait pour rester à la maison. Tu vas être rendu là. Puis le domaine de la mode, c'est un domaine qui est très exigeant, qui demande quand même d'être très présent. C'est des longues heures. Et puis, le profil aussi que les clients recherchent actuellement, tu n'as pas le profil que les gens recherchent dans certains de nos clients, parce que moi, je m'en allais, comme je te dis, c'était le Canada au complet. Fait qu'on avait beaucoup de régions, on avait beaucoup de maritimes, on avait beaucoup, tu sais, de clients externes qui n'étaient pas nécessairement habitués à la diversité. Fait qu'ils m'ont littéralement dit in my face that they needed someone who was like more appropriate looking, d'apparence, une femme blanche, cheveux blonds, and that kind of style qui va pouvoir mieux représenter la marque, où est-ce qu'on s'en va. It's more, like young, sexy, urban. Puis je me suis dit, oh my God. Fait qu'à ce moment-là, ça a ébranlé, tu peux comprendre que ça a ébranlé mon identité en tant que personne. Moi, je suis née ici, je suis d'origine haïtienne. Mes parents viennent d'Haïti, comme je te l'ai mentionné au début, dans les années 70. Mais moi, je suis quand même née ici au Québec. Je me sens quand même très québécoise. J'ai fait mes études ici. Mais j'ai un sentiment très fort d'appartenance à ma culture, à ma communauté. Mais de vivre de la discrimination, j'ai jamais eu à vivre de la discrimination de cette façon-là. Tu sais, j'ai souvent entendu peut-être des commentaires, des petites micro-agressions, mais rien, ni plus ni moins, mais ce commentaire-là a complètement ébranlé mon identité, because I was like, oh my God, there's a problem. Puis moi, s'il faut que tu comprennes, c'est un autre sujet éventuellement, mais il y a le colorism dans nos communautés qui veut dire que moi, je suis pas considérée une problématique en termes de société à cause de ma couleur de peau, à cause de mes traits chez les Noirs qui sont un petit peu plus fins. Fait que souvent, j'ai une certaine facilité, unfortunately. Unfortunately, c'est vraiment ridicule comme révélation, but it is the truth. Dans les communautés noires, il y a différents niveaux, de couleurs, de statut et comment est-ce qu'on est traité entre nous, malheureusement. Donc, ça a été ça m'a pris par surprise. Fait que j'étais comme, oh my God. Fait que je suis rentrée à la maison, ça m'a complètement ébranlée. J'en ai parlé avec mon mari. Et puis, il était comme, yeah, but don't let this ruin your life. C'est pas comme un nom qui va t'arrêter. C'est pas une finalité. Actually, you should take this no and create opportunities with it. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont représentatives, surtout à l'époque, je te parle back in the days, 15 years ago, il y avait encore moins de diversité, encore moins sur la scène montréalaise dans le monde, dans l'industrie de la mode. Alors moi, je me suis retrouvée, j'étais toujours pas mal une des seules, and I had to always fight, but I never really felt aussi discriminée qu'à ce moment-là. Fait que j'ai dû travailler sur moi-même. Puis finalement, moi, je continuais à créer mes propres collections parce que j'aimais quand même designer, mais je travaillais l'envers de la médaille, comme je t'ai expliqué. Puis c'est comme ça, en travaillant à la maison, mes collections. Puis tu sais, I was always like dreaming. Fait que comme je te dis, je rêve toujours, hein, ça revient toujours. Je vais t'en parler souvent. Fait que, tu sais, je designais à la maison, mes collections, like, je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché de collections qui étaient plus représentatives, un petit peu plus colorées, parce qu'à l'époque, c'était encore des leggings, t-shirts. That was the uniform for women. Mais j'étais comme, mon Dieu, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Puis je trouvais qu'il y avait comme, there was something missing on the market. Fait que je commençais comme ça tranquillement. Puis finalement, il y avait un endroit où est-ce que je magasinais les vêtements de mes enfants à Laval. Puis je me suis liée d'amitié avec la propriétaire. Puis en me liant d'amitié comme ça avec la propriétaire, un jour, j'arrive dans ce magasin-là. Puis elle me dit, Vicky, tu sais, mon mari, il me demande le divorce and I have to leave l'espace d'ici un mois. Fait que est-ce que ça t'intéresserait? Parce que je sais que tu es dans la mode, je sais que tu m'en as parlé, vu qu'on s'était liés d'amitié. Tu m'as dit comme ça que t'adores créer, t'as créé des collections pendant que t'es à la maison et tout. Would it be something qui t'intéresserait de prendre ce local-ci, de le sous-louer? Puis j'ai dit,
I don't know. Mon Dieu, là, tu me prends un peu par surprise, tu sais. Fait que, voilà, c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale a commencé parce que j'ai vécu une situation catastrophique. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pris charge. Puis c'est là que tranquillement, c'est venu. Puis j'ai décidé de prendre dans ma mission de représenter les femmes de la diversité, puis d'être une voix, puis d'ouvrir les portes. I was like, this cannot continue. Les choses doivent changer puis on doit avancer dans notre société puis dans notre monde. Ouais, ouais, j'aime comment tu as vraiment pris quelque chose de mauvais, tu l'as transformé en histoire inspirationnelle. Tu sais, tu sais, on n'a même pas parlé du groupe 3737. Tu sais, évidemment, je connais un peu. Je vais te dire parce que ça vient de loin, c'est pas quelque chose qui est juste arrivé comme ça. Ouais, mais peut-être fais le pitch parce que je veux revenir à ton commentaire, à ton histoire pour faire le point parce que je crois que c'est quand même une belle avenue, une belle continuation de cette histoire d'avoir je sais pas comment dire ça en français, un role model. Oui, Euh, oui, un role model, c'est une inspiration dans le fond. C'est un modèle de réussite. oui, Modèle de effectivement. Mais oui, pitch-nous rapidement le groupe 3737. Ah, ça, c'est une belle histoire que Franz et moi, on a créé ensemble. Ça, c'était back in 2012. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Franz m'est rapidement, parce que ça peut être long à expliquer, mais rapidement, Franz m'est arrivé, tu sais, je te dirais vers la fin de 2011, puis il m'a dit, écoute, il y a des promoteurs que je connais très bien, puis, tu sais, j'ai toujours eu Vicky, as you know, il commençait déjà à travailler pour la communauté. Moi aussi, à cause de la situation qui m'était arrivé dans le domaine de la mode, comme je t'ai expliqué plus tôt. Puis il m'a dit, regarde, il y a un édifice dans le quartier Saint-Michel où est-ce que nous, on a grandi. On a grandi dans le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, juste pour remettre les gens en contexte. Et puis, il m'a dit, je pense que c'est le temps de redonner parce qu'on a quand même, créé ce qu'on avait à créer on our own. Parce qu'encore une fois, le fait qu'on était des entrepreneurs de la diversité, ben, on n'avait pas de ressources, on n'avait pas de, soit de structure, on n'avait pas d'outils pour pouvoir bâtir. Fait que nous, on a appris vraiment sur le tas. Franz, bien que lui, il travaillait quand même à l'international et tout, mais quand même, on a dû prendre nos propres moyens à nous pour pouvoir partir nos entreprises. Fait que ça, c'est un point qui est quand même très important, qui a été une des raisons, entre autres, pourquoi que Franz m'est approché cette journée-là, puis qui m'a dit, on a cet édifice-là, let's buy it, let's invest, et créer de la richesse pour nos communautés, parce que là, ça fait comme presque 7-8 ans qu'on est en affaires, and we had to do it on our own, but this has to stop. Parce que là, on est dans des quartiers Saint-Michel, qui est un quartier des plus défavorisés du Canada, le deuxième quartier le plus défavorisé du Canada. Il n'y a même pas de Starbucks, il n'y a même pas d'entreprises florissantes ou des entreprises commerciales connues dans ces quartiers-là. Tout ce qu'on entend parler dans les médias, c'est gang de rue, décrochage scolaire, famille monoparentale, les hommes qui vont continuellement se faire arrêter parce que ils font des mauvais crimes malheureusement, les parents sont pas là. Tu sais, c'est vraiment un peu le portrait très catastrophique. So it's like, je peux pas réussir, puis fermer nos yeux, puis on laisse aller la communauté comme ça. We gotta do something. Puis c'est comme ça que le groupe 3737 a été créé comme un écosystème, un, une plateforme, un incubateur pour aider justement les entrepreneurs issus des communautés ethnoculturelles à travers la technologie. Fait que tranquillement, on a créé des programmes pour venir en aide, développer les entrepreneurs issus des communautés culturelles de par nos ressources, nos talents, nos propres connaissances. Fait qu'on a, c'est l'effet de redonner, puis de pouvoir en créer d'autres, puis de créer cet espace de richesse-là, changer le narratif, changer les perspectives, aider la relève à comprendre que par l'éducation, tu peux réussir et non juste par, malheureusement, suivre le même chemin qui a été créé avec soit les gangs de rue ou soit seulement penser à aller dans l'entertainment, which is only 1% that really succeeds, ou soit être athlète pour arriver à un niveau international. Let's be honest, c'est pas aussi facile. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, let's create that space, that major space à travers des technologies que hopefully one day, le prochain Facebook va venir de Saint-Michel. And this is where we're going actually. Il y a des entrepreneurs incroyables qui sont nés du groupe 3737. On a aidé jusqu'à aujourd'hui plus de 3000 entrepreneurs. On a aidé à incuber plus de 500 entreprises
à travers nos différents programmes. Ça a pris 10 ans parce que quand on a commencé, let me tell you, it wasn't easy de faire comprendre que la diversité était un atout, était un plus pour la société. So people voulaient pas nous entendre. Fait que c'était littéralement nos fonds personnels qui ont créé des programmes à Francie et à moi pour commencer à aider les entrepreneurs. Puis finalement, 8 ans plus tard, avec l'aide de gens qui croyaient en nous, nous ont aidés à aller lever des fonds gouvernementaux. Puis c'est comme ça que la machine, elle a commencé à grandir puis à rouler encore plus, qui fait qu'aujourd'hui, on a 12 bureaux à travers le Canada. C'est comme une super de belle histoire. C'est une belle histoire de persévérance, de croissance horizontale qui crée une croissance exponentielle, puis de continuer à donner à travers la philanthropie et l'éducation, puis de travailler collectivement ensemble pour le bien de notre collectivité. What I love about the model, is you in France have like an incredible brand. You guys are a huge inspiration, but then you offer this platform. Le groupe 3737. It's like, hey, if you come from one of these communities, you can actually Absolument. achieve your dreams, right? And then, comme tu as dit, c'est 12 bureaux au Canada. Vous avez levé combien d'argent? 170 000, 170 millions, si je comprends bien. Oui, pour pouvoir aller aider les communautés justement ethnoculturelles à travers le Canada. Puis là, maintenant, on a une nouvelle approche qu'on est en train d'aider les communautés autochtones aussi. It's insane. Donc, durant la pandémie, unfortunately, la pandémie a comme levé encore plus le niveau de crise. Puis avec les statistiques, on a réalisé que les communautés, particulièrement immigrantes, ethnoculturelles, avaient beaucoup plus de difficultés à se relever de la pandémie. Donc, le gouvernement nous a entendus, puis finalement, des actes en aide fédérale et provinciale qui se sont mis ensemble, puis on a levé ces fonds-là, puis on travaille avec différents partenaires. On a 112 partenaires, les différentes institutions financières, les institutions éducatives, les compagnies privées qui veulent donner de leur temps au niveau du mentorat. Ça peut être au niveau accounting, ça peut être au niveau de droit, ça peut être au niveau initiation à l'entrepreneuriat. Tu sais, ça peut être à marketing, ça peut être à tous les niveaux. C'est pas juste financier, mais c'est ça la philanthropie. And that's what people need to understand. Fait que si tu veux venir, toi, Nectario, participer à l'avancement de la communauté, la collectivité, tu peux décider, selon ton expertise, de juste venir partager, redonner de tes connaissances à d'autres entrepreneurs qui n'ont jamais la chance d'arriver dans ces réseaux-là. C'est surtout ça, parce que nous, on l'a fait, puis c'est pas facile d'arriver à des niveaux où est-ce que tu peux rentrer dans un Québec Inc., où est-ce que c'est quand même plus prédominant white people. C'est très difficile de rentrer là. C'est pas parce que les gens sont racistes, ils sont pas tous racistes, c'est parce que les gens savent pas comment nous accueillir ou comment nous, on peut pénétrer. Des deux côtés, il y a de l'intimidation, il y a le sentiment d'appartenance, puis il y a l'ignorance. C'est juste une question d'éduquer, puis c'est ce que nous, on a fait. Ça a pris du temps, mais finalement, ça a commencé à ouvrir les horizons Ouais, des ouais. organisations. Tisser des liens pour que, tu sais, là, tu sais, ça devient beaucoup plus. C'est intéressant, tu sais, parce que moi, j'ai quand même une opinion un peu partagée des fois sur les approches de diversité, équité, inclusion. Yeah. Pas que l'intention est mauvaise, Mm-mm. mais c'est beaucoup de fois, c'est des personnes blanches qui disent, oh, we need to be more diverse. It's like, well, c'est comme, tu le fais pour bien paraître. Encore, c'est pas mauvais, mais I know. c'est comme plus la parure que pour moi, c'est les actions qui parlent plus que les paroles. Donc, je tiens pas beaucoup de poids quand tu parles, ou des tweets ou des LinkedIn posts de, moi, Yes. je supporte X. I'm like, non, c'est les actions. Ce que j'aime avec votre approche, c'est très terrain. It's like help people build bridges, get them involved in the community, tisser avec des réseaux plus fortunés. Et c'est Yes. comme ça que le vrai changement survient. Oui, puis on se sent comme un peu, Franz et moi, comme des créateurs d'opportunités parce que, tu sais, si on arrive à ces niveaux-là, c'est pas pour juste en bénéficier pour nous. If it was just that pour de vrai, Nectario, I would have stayed home, lived the great life, comme on disait dans une entrevue hier. Like, we were good, like, chilling like a villain. It was like easy, right? Mais de redonner comme ça, de saigner, comme on dit, parce qu'on a saigné, puis on a vraiment saigné dur pour que les gens comprennent, mais c'est vraiment de s'implanter dans ces endroits-là, mais de parler, mais de mettre un plan d'action en place. Fait que non seulement qu'on le fait avec le groupe 3737, c'est qu'on essaie de dire aux gens, mais il faut que tu te positionnes sur des conseils d'administration, dans des entreprises, il faut que tu parles, puis demander de mettre une action concrète en place, de vraies intentions. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire à ma partie, à moi,
c'est même un peu à la Chambre de commerce, on a plusieurs beaux projets parce que c'est magnifique qu'est-ce qu'on fait, mais moi, ma voix aussi est, entre autres, d'amplifier bonifier la voix, le message, la mission aussi de la Chambre, puis c'est de travailler collectivement ensemble, puis de mettre des actions un peu plus concrètes, un peu plus intentionnelles pour améliorer l'état de la situation de la diversité. Mais tu as mentionné évidemment la Chambre de commerce et ça va être mon prochain segue, parler un peu de ta nomination. Premièrement, félicitations, là, que je crois que c'est vraiment tout un honneur d'être nominée pour être présidente du conseil et avoir un impact. Tu continues d'avoir de plus en plus d'impact, donc et je crois qu'on en a besoin, là, surtout après la pandémie. Le centre-ville montréalais n'est pas encore revenu à la normale. Je passe un peu plus de temps là, donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc peut-être nous parler un peu de qu'est-ce que tu vois comme stratégie pour la Chambre de commerce montréalais? Comment est-ce que vous pouvez aider, faire plus? Et ouais, j'aimerais peut-être descendre quelques niveaux après aussi. Oh my God! Mais on a des beaux projets, puis on travaille. La Chambre, elle a vraiment, c'est incroyable le rayonnement qu'elle a, mais elle a une force parce qu'elle a la communauté, l'écosystème du Québec Inc., entrepreneurial du Québec à travers leurs membres. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Puis c'est de travailler sur différents projets, comme particulièrement avec différentes organisations, entre autres le gouvernement qui a alloué je veux dire, un certain programme spécifiquement pour redorer le centre-ville. Fait que comme tu parlais de ça, présentement, ça c'est un des projets urgents, prioritaires et majeurs parce que c'est ce qui va aider au développement économique. We need to see downtown get back into business and everything. Fait qu'on travaille sur différents aspects d'événements majeurs, mais majeurs qui s'en viennent, qu'on peut pas divulguer, c'est sûr, mais de travailler avec des différents partenaires. Mais c'est vraiment de ramener cet engouement-là, cet excitement-là, mais qui va venir aussi, entre autres, de l'international. On a besoin des grands acteurs autour de la table Ouais. actuellement. Est-ce que vous, tu sais, en termes d'approche, donc vous travaillez beaucoup évidemment avec la communauté d'affaires. Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement du tout? Est-ce que vous parlez avec eux pour Oui, qu'ils oui. vous aident? Oui, parce qu'oublie pas, c'est un OBNL quand même, la Chambre de commerce. Donc, la plupart des programmes, ils sont en collaboration aussi avec le gouvernement. Donc, on fait des appels d'offres. On réussit à avoir gagner des propositions. Puis à partir de là, ben, on travaille avec les différents acteurs, différents partenaires pour pouvoir amplifier un chantier, un projet quelconque, mais on travaille beaucoup avec le gouvernement. Puis il y a une C'est autre intéressant. partie, c'est beaucoup les membres, le membership, as you know, les événements, travailler avec les différentes grandes entreprises qui viennent, qui lancent leurs conférences à travers leurs tribunes. Ça, c'est des façons de générer de la business, des revenus, puis améliorer le sort de la métropole. Intéressant. Est-ce que vous avez comme un tableau de bord, des KPIs que vous regardez? Je suis curieux parce Oh, que c'est tellement broad, là, mais est-ce c'est que vous tellement essayez de quantifier votre travail? Oui, oui, toujours, puis c'est obligatoire parce que sinon, on pourrait pas avancer dans ce sens. Fait qu'on travaille avec des KPI qui peuvent nous dire exactement où est-ce qu'on refait ce type d'événement-là, ou est-ce qu'on travaille sur ce projet-là? Est-ce que ça a ramené des retombées parce que c'est pas pour la Chambre, hein, la Chambre travaille pour la métropole. Fait que c'est de voir est-ce qu'il y a des retombées, est-ce qu'il y a de la croissance dans notre économie. Fait qu'avec ces KPI-là, c'est comme ça qu'on peut s'ajuster puis mieux travailler puis mieux ajuster les différents partenariats ou les différents chantiers ou les différents projets. Puis on est beaucoup à l'écoute de ce qui se passe parce que des fois, on reçoit des appels parce qu'on est la Chambre de commerce. On peut recevoir des appels et puis les gens vont dire, ben on a un concern, je sais pas présentement sur ESG ou la main-d'œuvre, est-ce que tu peux nous aider ou particulièrement la restauration. Then, yes, on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration pour pouvoir améliorer encore une fois parce que le plus important, faut que ça ramène toujours au développement économique. Il faut toujours que ce soit pour le bien de la croissance de la métropole et du Québec. Ouais. Petite question personnelle, si tu avais, si on tu rentres dans tu sais, une espèce de vaisseau et tu travers à travers le temps, Uh-huh. qu'est-ce que tu dirais à la jeune Vicky qui part son entreprise en 2006? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette personne? Trust yourself. Aie confiance en toi. Vraiment. Parce que je me rappelle la Vicky qu'il y a en 2006 versus la Vicky aujourd'hui. Elle est vraiment là-bas. Si j'avais la confiance que j'ai aujourd'hui, en 2006,
j'aurais été la présidente des États-Unis. For sure. J'aurais été la présidente des États-Unis. Non, mais sérieusement, c'est incroyable comment ce que c'est intérieur. Fait que je le dis tout le temps, hein, it's a fight, it's a you versus you, c'est me versus me. Parce que tu peux avoir tous les outils, tu peux avoir l'entourage, tu peux avoir everything you want, mais si ton mindset is not there, puis la femme, on a le plus gros problème, c'est notre confiance. Puis c'est vraiment comme on appelle ça le, euh, le syndrome de l'imposteur que les hommes aussi, ils ont, mais c'est beaucoup plus frappant et marquant chez la femme. Si j'avais moindrement un conseil à donner, c'est sincèrement, like, you gotta work yourself first, your mindset first, as a wife, as a mother, as a businesswoman, as anything you want to achieve, you have to be well within yourself. La tête, le cœur et l'esprit has to work. Il y a rien que tu peux faire, absolutely nothing. It's not gonna work. It's not. Ouais, ouais, vraiment, vraiment beau message, Vicky. Merci beaucoup. Là, puis ta Merci. dernière question, c'est what's next? Tu as accompli What's next? tellement. I Est-ce que tu as. know. Ben, je continue à vouloir aider l'entrepreneuriat au féminin. Bien sûr, la diversité à travers ça, mais avec V-Cosmétique, on continue à croître l'entreprise. Actuellement, on est dans 8 pays. Fait que ça, c'est de continuer cette croissance-là, mais de continuer à traverser les frontières avec mon message, justement, que oui, en étant une femme issue des diversités, you can achieve your dream. Fait que moi, c'est toujours dans l'optique de continuer à empower des femmes. Fait que j'ai commencé à créer des masterclass qui vont directement aider à créer d'autres femmes entrepreneurs. C'est comme un clé en main. You can have your own business with it, puis roll with it. Fait que ça, pour moi, c'est très fort parce que c'est un peu dans le même principe que le groupe 3737 ou tout ce qu'on a fait, mais c'est une croissance horizontale. Fait que moi, si je continue à semer une graine chez les femmes entrepreneurs, ben ça va continuer à spread, puis que ces femmes-là vont continuer à le spread and spread and spread. That is my ultimate goal. C'est qu'on arrive à pouvoir prendre une belle place dans notre société, puis qu'on contribue également à un monde meilleur. Fait que c'est magnifique. Fait que continuer à aider les femmes, continuer à donner des conférences pour, changer le mindset des gens, continuer à partager mon message, tu sais, de réussite. Puis c'est pas une réussite seulement financière, c'est plus dans mes conférences ou dans mes coachings ou mon mentorat. C'est vraiment comme une réussite de société, une réussite de mission. Ça, je pense que ça doit primer à prime abord chez n'importe quel individu. You cannot just think about just one project, créer ton entreprise, puis that's it. Ça doit être vraiment profond, puis de vouloir vraiment créer un changement. Il faut vraiment retourner en arrière, refaire un travail de ressourcement pour essayer de comprendre la profondeur, c'est quoi ton rôle, si tu crois en un Dieu ou si tu crois en une présence de l'univers, on n'est pas juste là. If you really think deeply, why are we here for? On est juste là pour être sur cette terre-là puis rentrer à la maison, vaquer à nos occupations. It's impossible. There must be a reason and you got to find this reason. Peu importe c'est quoi le niveau, ça peut être à petit niveau ou à plus grande échelle, it doesn't matter, but c'est de vraiment faire comprendre aux gens que pour atteindre le bonheur ultime, ça commence par cette mission-là, puis d'en aider d'autres. Vicky, I can't think of a better way to close off this interview. Merci énormément pour ton temps, pour tout ce que tu as accompli. Donc, c'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup, Nectarius. Ça a été un plaisir de partager un peu de ma vie avec toi.